Mesdames et messieurs, bienvenue au CUM pour ce deuxième jour de colloque dédié à Romain Gary. Cet après-midi, nous allons avoir 3 conférences. La première par Jean-François Angouette, ici présent, qui va donner une conférence qui s'intitule « Romain Gary, un hymne à la langue française ». Ensuite, il y aura une autre conférence assurée par Paul Pavlovitch, puisque nous avons le grand honneur de recevoir Paul Pavlovitch cet après-midi, qui était là également hier et que vous avez certainement vu, pour une conférence sur l'affaire Émile Ajar. Et ensuite, une table ronde sur Romain Gary et les multiples facettes de cet écrivain à 16h30 avec Didier Van Kovlaert, que nous sommes aussi très heureux de recevoir, Paul Pavlovitch encore une fois, et Hugues Moret. Donc voilà, au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice, je vous souhaite une très belle conférence, une très belle après-midi de colloque, et je vous remercie infiniment d'être là aujourd'hui. Merci Karine pour cette présentation. Tout d'abord, je dois m'excuser auprès de certains d'entre vous qui avaient vu sur des programmes un peu plus anciens, un peu plus précoces de cette manifestation consacrée à Romain Gary, que l'intervenant prévu pour cette conférence sur Romain Gary, un hymne à la langue française, était le chancelier de l'Institut de France, M. Gabriel Debreuil. Alors, je ne suis pas M. Gabriel Debreuil, il a eu un empêchement de santé. Et Gabriel Debreuil aurait ajouté au prestige de ces lieux celui de ses titres et de ses fonctions. Ses plus hautes responsabilités à l'Institut de France auraient redoublé le caractère officiel de l'hommage que rend à Romain Gary l'esprit ici perceptible, sensible de Paul Valéry. Cet esprit de la culture à la française que défend le Centre universitaire méditerranéen depuis plus de 80 ans. Cela va sans dire, je n'ai pas la stature du chancelier de l'Institut de France. Ma légitimité pour venir vous parler de la relation de Romain Gary à la langue française ne repose guère que sur mon admiration pour l'œuvre de l'écrivain et sur mon intérêt pour son exceptionnel don pour les langues, sujet auquel j'ai pu consacrer quelques pages d'articles universitaires. Gabriel Debreuil, membre de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, jouit d'une autorité qui n'aurait pas seulement fondé son hommage à la manière dont Romain Gary défend et illustre la langue française éternellement renouvelée. Son statut aurait en outre connoté cet hommage d'un caractère officiel. Cette forme de reconnaissance républicaine de la patrie pour un grand homme de lettres aurait été bonne à entendre, car au fond, tous les espoirs se ravivent quand l'appareil d'État approche avec respect l'imaginaire. Nous ne l'entendrons pas en direct cette fois-ci, le chancelier de l'Institut de France nous manquant aujourd'hui. Mais il reste possible de rappeler que la France a déjà, occasionnellement, témoigné de sa gratitude envers un homme qui a su porter la langue de son pays à des niveaux d'expression remarquables. Je ne répéterai pas ici ce que nous avons dit hier des médailles et des honneurs qu'ont valu à Romain Gary son courage au combat lors de la Seconde Guerre mondiale et l'énergie mise à se battre au nom de la France, pour la France, aux côtés, dès la première heure, du général de Gaulle. Car il n'est pas besoin de confondre les objets de la reconnaissance pour illustrer l'affection collective et officielle que s'attache l'art de la langue tel que le pratique Romain Gary. Au rang bel et bien de l'appréciation de la langue pratiquée par Romain Gary, il y a bien sûr les divers prix littéraires qu'a reçu son œuvre. Le prix des critiques, créé en 1945, fut attribué cette première année à Éducation européenne. Le prix Goncourt 1956 fut pour Les Racines du ciel. En 1975, il fut attribué à La vie devant soi, roman publié sous le nom d'Émile Ajar. Ce n'est pas le combattant de la France libre qu'on récompense là, puisqu'on ignore alors qu'Ajar est un pseudonyme de Gary. C'est bien une œuvre touchante qu'on couronne, un style d'une originalité remarquable et un nouvel auteur qui n'en est encore qu'à son second livre. Plus institutionnel encore, Romain Gary a reçu aussi un prix de l'Académie française, le prix d'Urchon-Louvet. C'était en 1956, après Les Racines du ciel, pour l'ensemble de son œuvre. Marcel Pagnol présidait la séance. Mais les prix littéraires ne sont pas les seules manifestations de la reconnaissance institutionnelle. De 1952 à 1954, le diplomate Romain Gary assurait la fonction de porte-parole de la délégation française à l'ONU.
L'orphelin juif venu des confins de la Pologne et de la Russie était devenu, en somme, à moins de 40 ans, le porte-parole de la France. Une nomination qu'il devait à son aisance à incarner l'esprit français, à saisir l'essence des politiques contingentes de la France et à l'exposer dans la langue adéquate. Une nomination qu'il devait à ses qualités et compétences et à la reconnaissance de ses qualités et compétences par ses supérieurs. Aujourd'hui, une promotion de l'École nationale de l'administration, la promotion 2003-2005, porte son nom, en hommage combiné à ses engagements de français et à ses talents de créateur. On lui avait suggéré un jour que l'Académie française pourrait l'accueillir en son sein. C'était au moment de la mort de Joseph Kessel, au cours de l'été 1979. La proposition était bien malvenue. Kessel était pour Gary un ami, et l'auteur du Tour de Malheur était un romancier qu'il admirait. Gary préféra délaisser ce genre d'honneur. Des écoles et, à Nice, une bibliothèque, une résidence universitaire portent son nom. De nombreuses rues de France aussi. La géographie accueille Romain Gary, parfois même dans sa dualité d'auteur public. C'est ainsi qu'à Angoulême, vous trouvez une rue Romain Gary et une autre Émile Ajar. Vous savez que Gary en russe signifie brûle à l'impératif et que Jara, l'anagramme d'Ajar, c'est, en russe toujours, Jara, c'est la chaleur intense. La municipalité d'Angoulême a fait preuve d'une certaine espièglerie topographique. Ces rues donnent toutes deux sur la voie qui s'appelle rue de la Cité Poudrière. La chaleur excessive, l'injonction de brûler la poudrière au cœur de la préfecture de la Charente où fut longtemps implantée la Société nationale des poudres et des explosifs, voilà une proximité spatiale et sémantique bien détonnante. Enfin, c'est le dernier point de la liste que je voulais rappeler aujourd'hui pour compenser l'absence d'aura officielle en l'absence du chancelier de l'Institut de France. Le ministère des Affaires étrangères, en 2002, a organisé un colloque en l'honneur de Romain Gary, le premier du genre. Il s'est tenu dans les salons de l'hôtel du ministre au Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, à l'époque, a parlé de Romain Gary comme, je cite, « de la plus lumineuse et de la plus phosphorescente des figures de diplomates écrivains contemporains. Une figure propre à prouver, je cite encore, qu'il n'y a pas contradiction entre aimer son propre pays, adorer cette langue magnifique et l'engagement européen humaniste d'ouverture sur le monde. » Finalement, cette manière de compenser l'autorité naturelle et institutionnelle qui nous manque aujourd'hui en l'absence du chancelier de l'Institut de France, cette manière de convoquer à sa place la diplomatie, un ministère, des prix littéraires, une prestigieuse école d'administration, des terroirs de France, c'est aussi rendre hommage aux qualités personnelles et officielles de M. Gabriel de Broglie. Il y aurait des volumes entiers à consacrer à la relation de Romain Gary à la langue française, des volumes savants sur les procédés de style dont use Gary, ceux qu'ont employé d'autres avant lui ou ceux qu'il a inventés. Des volumes sur le lexique, des volumes sur la syntaxe, des volumes sur la beauté des phrases, des volumes sur le classicisme ou sur la modernité de la langue, des volumes sur la lettre, d'autres sur l'esprit. Des volumes aussi sur la manière dont Gary non seulement écrivait, mais aussi parlait le français, à la radio, à la télévision. Nous avons eu la chance ce matin d'entendre sa voix dans le film de Philippe Colly, des extraits à l'occasion d'émissions de télévision ou de radio. Aujourd'hui, je voudrais parcourir avec vous quelques faits, à mes yeux, parmi les plus remarquables dans la relation de Romain Gary à la langue française. Ces points, ce sont le plurilinguisme, la pratique de plusieurs langues, et la place du français dans ce plurilinguisme. C'est aussi la conscience linguistique, c'est-à-dire les réflexions sur la langue qui s'ajoutent à l'usage de la langue, et dont témoigne notamment la plasticité de l'écriture, Romain Gary variant les styles au fil des livres et des noms d'auteurs, et c'est aussi le souci de la justesse ou l'impatience à l'égard des impostures dans l'usage de la langue. Commençons par le plurilinguisme. Les conférences d'hier, la lecture très émouvante de La promesse de l'aube hier soir par Daniel Mesguich et la projection à laquelle nous avons assisté ce matin, et qui est à mes yeux, plus je le revois, un chef-d'œuvre du film documentaire, nous ont rappelé les grandes étapes biographiques et littéraires de la vie entière de Romain Gary. Au début de celle-ci, illustrée par les archives saisissantes qu'a pu retrouver Philippe Colly, il y a la trajectoire des années de jeunesse, que je vous rappelle en quelques dates. La naissance, en mai 1914, à Vilnius, qui était alors, juste avant la Première Guerre mondiale, dans l'Empire russe. Il y a les très jeunes années à Moscou et dans les environs.
Il y a le retour à l'âge de 7 ans, en 1921, à Vilnius, désormais polonaise. Il y a le départ pour Varsovie en 1925 et le départ pour la France, et plus précisément, nous y sommes pour Nice en août 1928. Cette boucle, Vilnius, Moscou, Vilnius, et ce départ, Varsovie, Nice, ce sont des élans ou des bouleversements familiaux. Ce sont des parcours géographiques par le train à l'époque. Ce sont aussi des traversées linguistiques. L'acte de naissance de Roman Katsev est en 2 langues, hébreu et russe. La petite enfance est plongée dans la langue russe, qui est sa langue maternelle, selon la qualification qu'il donne lui-même dans un livre de souvenirs qui s'appelle « La nuit sera calme », paru en 1974. S'il ne semble pas avoir écrit de romans ni de nouvelles en russe, il aura toujours parlé cette langue parfaitement, à la grande surprise des diplomates et des espions du bloc soviétique qu'il a été amené à rencontrer dans sa carrière diplomatique, ainsi qu'il le raconte dans « La nuit sera calme », ou pour le plus grand plaisir d'amis russophones, comme le cinéaste Peter Ustinov. La fin de l'enfance et la préadolescence sont quant à elles offertes à la langue polonaise. À Varsovie, il contribue au journal de son école, racontera-t-il, par une traduction du russe en polonais du poème de Lermontov, Le rameau de Palestine. C'est là ce qu'il aura appelé, je cite, sa première œuvre littéraire. Une de ses dernières interviews, donnée en 1980, fut pour un journaliste polonais. Dans une préface écrite en polonais à une traduction de La promesse de l'aube parue dans les années 1960, il s'excusait de ne pas avoir écrit son œuvre en polonais. Au lycée de Nice, dès les premières années scolaires qui suivent son arrivée en France, il remporte, comme ça a été rappelé hier, des prix non de russe ni de polonais, mais bien, à présent, de français. Et il commence à écrire ses premiers romans, dont l'un relativement tardif de 1937, Le vin des morts, vient d'être publié. Voilà dessiné à grands traits les premières composantes du plurilinguisme de Romain Gary, ou plutôt de Roman Katsev, puisqu'à ce moment de l'histoire, il n'a pas encore changé de nom. Le garçonnet russe n'écrivait pas, apparemment. Sa vocation lui apparaît plus tard en Pologne, lorsqu'il vit à Varsovie. Peut-être alors est-il en âge d'être stimulé par l'hymne au génie de la langue polonaise que constitue l'œuvre d'Adam Mickiewicz. Mais c'est là une supposition gratuite. Car lorsqu'il parle de sa vocation d'écrivain, Romain Gary ne l'attribue pas à une langue particulière. Il en parle au contraire comme d'une disposition naturelle, comme d'une compulsion organique, comme, je cite, un besoin en soi qui nous travaille, nous les romanciers créateurs, à 13, à 14 ans, dans mon cas, à 11 ans. Je continue de citer Pours Ganarelle. Le romancier de vocation obéit à une compulsion. Il ne peut pas ne pas écrire. C'est un état obsessionnel, monomaniaque, et compulsif. C'est un fait de nature, je ne cite plus, je commente, c'est un trait de la nature humaine aussi inaliénable pour certains que le besoin d'explorer ou de construire ou de lire. Roman Katsev devient officiellement Romain Gary après la guerre et sous ce nom, il s'agrège une nouvelle strate linguistique, l'anglais, appris à Londres pendant la guerre et cultivé en Amérique alors qu'il y était diplomate. Il écrit dans cette langue et publie de nombreux romans et articles. Ce qui est remarquable dans le cas de Gary, c'est qu'une fois révélé à sa nature de romancier compulsif, il n'aura cessé de s'emparer de la langue du lieu où il vit, non seulement pour la parler dans l'économie du quotidien, mais aussi pour l'écrire au profit de la fiction littéraire. D'autres écrivains, par exemple français, romanciers ou essayistes, eux aussi transplantés à Londres ou à New York pendant la guerre, seront restés, quant à eux, cantonnés dans le français. Il y a là, chez Gary, sur le plan de l'espace vécu au cours de la biographie, une stratégie de territorialisation ou au contraire un abandon total au génie du lieu qui pourrait intéresser les sociologues du déracinement si le cas de Gary n'était pas exceptionnel au point d'en être atypique, c'est-à-dire non représentatif au sens de la statistique scientifique, non représentatif des reconstructions de soi qu'implique toute traversée de frontières. Le cas de Gary, oui, est exceptionnel. Mon critérium est simple. Je ne connais pas pour ma part d'autres auteurs qui furent romanciers à succès dans 2 langues, le français et l'anglais, en l'occurrence, dont aucune n'était sa langue maternelle. Ce parcours redoublé de conquêtes linguistiques ajoutées à la trajectoire géographique, Romain Gary le racontait souvent par l'histoire du caméléon de bonne volonté.
Ainsi, à la question d'une intervieweuse « En quelle langue s'exprime votre vocation d'écrivain ?», il avait répondu en 1978 « Vous connaissez l'histoire du caméléon ? On le met sur un tapis bleu, il devient bleu. On le met sur un tapis jaune, il devient jaune. Sur un tapis rouge, il devient rouge. On le met sur un tapis écossais, il devient fou. » Moi, je ne suis pas devenu fou, je suis devenu écrivain. Ma première couleur a été la Russie, puis, après la Révolution, ce fut la Pologne, où je suis resté 6 ans. Puis ce fut le midi de la France, le lycée de Nice, l'aviation, 15 ans de diplomatie, 10 ans d'Amérique. Romain Gary précise bien qu'il ne devient pas fou. L'œuvre qui s'accumule prouve au contraire sa qualité éclatante d'écrivain. Mais ce que néglige aussi de signifier la fable du caméléon, du point de vue des langues, c'est que Gary n'oublie pas, dans son parcours, les couleurs du passé. Il ne délaisse ni le polonais, ni même le russe. Les composantes linguistiques, chez Gary, ne se substituent pas au fil de la biographie, elles s'accumulent. Raconté ainsi, par la fable du caméléon, le double parcours géographique et linguistique véhicule, en outre, une idée d'arbitraire. Les lieux vécus sont le fait d'un destin qui vous déplace. Vous vous emparez de leur langue comme vous y cueilleriez des fruits. Dans ce cas, le rapport de Romain Gary à la langue française n'aurait rien de particulier. Cette langue dans laquelle il a écrit la grande part de son œuvre, en termes de nombre de livres, la petite part, selon ce même critère, étant l'anglais, cette langue française ne serait qu'une langue d'occasion, un moyen saisi au moment où il s'offre. Il convient donc de bien préciser pourtant que ce n'est pas le hasard ni un accident qui a apporté Gary en France à la France. C'est bien l'idéal rayonnant de la France du XIXe siècle qui a capté des âmes cultivées, celle de Madame Katsev et de sa famille, de Madame Katsev qui était elle-même plurilingue. Un formulaire administratif, récemment retrouvé par les archives d'État de Lituanie, indique qu'à son retour à Vilnius en 1921, retour depuis Moscou, elle avait déclaré avoir exercé l'enseignement du polonais, de l'hébreu, du russe, du français, de l'allemand. Le parcours de Roman Katsev s'inscrit bien dans le rayonnement de la France de la Révolution, celle qui formule les droits de l'homme et du citoyen, et la devise « liberté, égalité, fraternité ». Cette langue qui oppose, d'une manière toute stimulante, la Marseillaise à l'oppression. Cette Marseillaise, témoigne le narrateur de La Promesse de l'Aube, fut, je cite, « une partie importante de mon éducation française ». Comme l'a raconté Karine Marais hier, inspiratrice, galvanisante, la Marseillaise l'était assurément à Vilnius pour le garçonnet et sa mère qui la chantaient ensemble. Lui, brandissant le poing, je cite, d'un air menaçant, elle, abattant ses 2 mains, je cite toujours, avec violence sur le clavier du piano. Que la parole lancée par la France s'offre en leçon inspiratrice pour tous, c'est aussi ce dont témoignent Les couleurs du jour. C'est le 4e roman de Gary, publié en 1952, 8 ans avant l'autobiographie La Promesse de l'Aube. L'un des protagonistes, d'origine juive polonaise, vivant désormais en France, se récapitule à lui-même, dans sa voix intérieure, les moments déterminants de son engagement pour les causes humanistes. Je cite, « Dans les ghettos de Pologne, on parlait aux enfants de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour leur apprendre à se tenir droit, au lieu de leur faire faire de la gymnastique ou de leur apprendre à respirer profondément, toutes fenêtres ouvertes. Cela revenait au même. » Les universalistes français l'avaient prédit, même à froid, pour ainsi dire, même passé l'euphorie galvanisée des luttes pour la Révolution. Je pense notamment à Ernest Renan, pour prendre un exemple illustre du XIXe siècle, cet autre siècle des Lumières électriques. Sa vie l'avait porté d'une enfance orpheline, d'une famille de pêcheurs bretons des Côtes du Nord, au statut de grand scientifique de la philologie et de l'histoire des langues et des peuples, membre de l'Académie française et professeur au Collège de France, administrateur même du Collège de France. Il était devenu, à l'égal de Victor Hugo, et reste, même s'il est moins lu aujourd'hui que Hugo, ce que certains regrettent, la figure de l'incarnation de l'esprit français, c'est-à-dire capable d'envisager, par le rêve et la raison simultanément, par le souci de la protection de la faiblesse et de la variété des choses humaines, la conquête
des idéaux humanistes. Renan avait lui-même constaté le rayonnement des paroles de la France dans ses voyages archéologiques en Syrie, au Liban, en Palestine, dans ses entretiens avec les savants et les lettrés de l'Europe, dont le polonais Adam Mickiewicz, à travers les lettres que lui envoyait sa sœur Henriette, préceptrice en Pologne, au mi-temps du XIXe siècle. Et Renan en prédisait encore, en 1888, 4 ans avant sa mort, la postérité. Je cite, « Liberté, égalité, fraternité, c'est du français cela, et cela fera le tour du monde. » Le français semble donc bien moins à considérer comme une langue d'opportunité personnelle pour Gary que comme une langue maternelle. Maternelle au sens non nécessairement de la reproduction à l'identique, mais de l'élan de l'histoire du monde tel qu'il vient à s'incarner jusqu'en votre mère et qui se prolonge en vous. De fait, Madame Katsev était atteinte dans les explications que donne son fils dans La promesse de l'aube de 1960, comme dans diverses interviews subséquentes, d'une francophilie galopante, virus qui s'est répandu à travers l'Europe du XIXe siècle à la suite de la Révolution. Pour la seule raison que Romain Gary rapporte lui-même ce genre d'explications, certains biographes, certains commentateurs ont vu dans cette version de l'histoire, de la trajectoire familiale, une stratégie de séduction de sa part, destinée à flatter, des années plus tard, l'idéal universaliste de son pays d'accueil. J'ai d'autant plus de mal à suivre cette forme de suspicion interprétative qu'elle ne propose pas d'autres causes ni d'autres motivations au parcours vécu, ce qui revient à gommer l'histoire. La version de Gary, avant de flatter le rayonnement universaliste de la France, ce qui ne serait guère critiquable d'ailleurs que s'il s'agissait de prendre avec complaisance le parti de l'histoire de France contre l'histoire d'autres aspirations universalistes, la version de Gary, donc, présente au moins les qualités d'être plausible sur le plan historique et cohérente sur le plan biographique. Ce parcours biographique de Gary jusqu'à la langue française servira à alimenter l'acrimonie, qu'elle fût purement rhétorique ou effectivement organique, de certains critiques dits littéraires à l'égard de ses romans. Les Racines du ciel, le premier, en 1956, déclenche certaines foudres avant même l'attribution du Goncourt, début décembre. C'est ainsi que le critique Kléber Adens écrit « Romain Gary s'est héroïquement battu pendant la dernière guerre et il est une des gloires de l'aviation. Ses biographes disent qu'il connaît 7 langues. Mais je suppose que parmi ces 7 langues, il ne vient à l'idée de personne de compter le français. Si la xénophobie transparaît clairement à travers de tels propos, elle ne doit pas nous éblouir sur une forme d'arrogance qui touche plus directement au sujet de la langue française qui fait l'objet de cette conférence. Cette arrogance, c'est celle des propriétaires de la langue. Une arrogance qui a assurément blessé Gary. Je cite, « J'ai avec la langue française un rapport tout à fait libre et j'ai souvent voulu la bousculer, lui faire prendre des tournures sciemment adoptées du russe ou du polonais ou de l'anglais. Mais chaque fois, quelques cuistres pédants de critiques me reprochaient de ne pas savoir le français. Ils s'en consolent, la tête haute. J'ai l'impression que je serai toujours pour les Français un écrivain outsider comme Conrad en Angleterre. » Alors on reproche effectivement à Gary des constructions telles que « sur une grande échelle » qui permet, quand on est un lecteur cynique, d'introduire quelques bons mots. Je reprocherai particulièrement à Romain Gary, écrit cette fois le critique René Georgin, d'user du fameux cliché « sur une grande échelle ». Il conduit à la description d'une prouesse des plus acrobatiques, la chasse à l'éléphant pratiquée sur une échelle considérable. Je ne sache pas que les critiques aient osé reprocher ce tour, qui est une image inspirée par la cartographie et à ce titre immédiatement significative, visuellement évidente, à des auteurs comme Renan, qui l'emploie fréquemment dans ses œuvres complètes. Juste un seul exemple chez Renan, qui raconte tel moment de l'Antiquité. L'infiltration des Arabes dans la Basse-Égypte se fait sur une grande échelle. Alors j'imagine que certains critiques prendraient un certain plaisir à faire le croquis des Arabes sur une grande échelle, mais personne ne l'a reproché à Renan. On le reproche à Gary. L'histoire prouvera l'hypocrisie de Kléber Adens, pour revenir à lui. Lorsque paraît La vie devant soi, le deuxième roman d'Émile Ajar, en 1975, avant même, une fois encore, l'attribution du prix Goncourt, le même Kléber Adens qualifie le langage parlé du narrateur de, je cite, « réussite peu commune
qui a l'accent de la vérité et de la vie, qui ouvre les portes d'un monde. Le critique est alors complètement conquis. Le mystère, écrit-il aussi, demeure entier sur l'identité de l'écrivain qui signe Émile Ajar, mais pas sur son talent. Je plonge toutes mes racines littéraires dans mon métissage, écrivait Romain Gary dans son autobiographie La nuit sera calme. Je suis un bâtard et je tire ma substance nourricière de mon bâtardisme, dans l'espoir de parvenir ainsi à quelque chose de nouveau, d'original. Ce n'est d'ailleurs pas un effort, cela m'est naturel, c'est ma nature de bâtard qui est pour moi une véritable bénédiction sur le plan culturel et littéraire. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains critiques traditionnalistes voient dans mon œuvre quelque chose d'étranger, un corps étranger dans la littérature française. Ce sont les générations futures, pas eux, qui décideront si ce corps littéraire étranger est assimilable ou s'il vaut la peine d'être assimilé. Mais cela ne constitue-t-il pas justement ce qu'on appelle un apport original ? En décrivant ainsi, ce que je viens de vous citer, la dynamique de son apport original à la littérature de France, Romain Gary s'inscrit dans la dynamique même de l'histoire de la langue française que Renan, toujours lui, j'espère que vous me pardonnerez cet attachement, résumait ainsi. Une langue d'extraction plébéienne, c'est-à-dire un latin de bas étage, martelée ensuite durant des siècles par des gosiers barbares, ceux des Gaulois, à demi dévorés par des mangeurs de syllabes, prononciation provinciale, voilà notre langue. Ce qui n'empêche pas, ajoutait Renan, que longtemps encore, quand l'étranger voudra dire de fines et gracieuses choses, il se croira obligé de les dire en français. La langue française n'est qu'un détritus de 4e ou 5e formation, écrivait-il encore. C'est pour lui un mécanisme d'évolution démocratique, un fait de l'esprit humain. Romain Gary, donc, enrichit la langue littéraire par son bâtardisme. Il réalise, comme le dit Cousin, le narrateur du premier livre d'Émile Ajar, Gros câlin, des immigrations sauvages du langage. Des immigrations sauvages du langage, sans doute cela mérite-t-il d'être illustré de quelques exemples. Je les ai choisis lexicaux plutôt que syntaxiques, au sein de la seule langue étrangère que je puisse avoir à mon échelle en commun avec Romain Gary, à savoir l'anglais. L'anglais auquel Gary a particulièrement ouvert son œuvre écrite sous son second pseudonyme, ce qui peut en éclairer la signification. Ajar, ajar en anglais, signifiant entrouvert. Vous trouvez par exemple dans La vie devant soi, confusé, de l'anglais confused, désorienté. Vous trouvez travestite, de l'anglais transvestite, un travesti. On trouve aussi proxénète, pour proxénète en français, mais qui tient aussi de l'anglais proximate, proche, approchant, cerné avec une marge. Dans Gros câlin, vous trouvez des mots comme convénient, pour convenable au sens d'approprié, de pratique, qui convient. Dans Gros câlin, il y a aussi des jeux de mots qui combinent les deux langues, par exemple avec le mot prologomène qu'introduit le narrateur. Pour prolégomène, qui serait la forme française juste, mais prologomène se lit avec un jeu de mots bilingue, prologue, au, mène, aux hommes, prologue aux hommes. Et dans Gros câlin, vous trouvez aussi des citations de mots créés par des auteurs anglais. Par exemple, curieusement et curieusement. Dans un certain passage de Gros câlin, c'est une nouvelle locution adverbiale qui surgit soudain. Il me regardait curieusement et curieusement. Alice en perd sa grammaire, raconte Lewis Carroll, quand, au pays des merveilles, elle boit les potions qui la déforment. Au lieu de dire « more and more curious », qui serait l'anglais grammatical, je m'excuse pour l'accent, elle s'exclame « curiouser and curiouser ». Le curieusement et curieusement d'Ajar, soit dit en passant, est une traduction géniale de ce mot de Lewis Carroll. Dans Pour Sganarelle, nous ne sommes plus ici dans la plume qui signe Ajar, mais bien dans la plume qui signe Romain Gary, dans un essai de Romain Gary, paru en 1965, on trouve le mot « larcénie ». Ce mot « larcénie » fait passer en français le « larceny » anglais, lui-même construit à partir de notre mot « larcin ». Alors, ces exemples d'anglicisme illustrent le fait qu'il est possible de ranimer de manière heureuse le lexique français
au moins celui qui fabrique le roman ou l'essai particulier, à partir de formes qu'explique certes la connaissance de la langue inspiratrice, mais dont le sens transparaît sans qu'il soit nécessaire de connaître cette langue. C'est que l'immigration du langage qu'opère Romain Gary n'est pas vraiment sauvage, elle est remarquablement domptée. Exceptionnellement, dans son œuvre, il explique l'origine étrangère du mot étrange, ce qui domestique encore l'intrusion aux yeux du lecteur et manifeste la très grande conscience linguistique qui anime les circuits migratoires que Romain Gary organise entre les langues. Dans Europa, par exemple, qui date de 1972, Gary convoque le mot malvolance en le qualifiant, en l'expliquant, je cite, « Il s'agit de ce mot devenu anglais que les Français avaient perdu. Malvolance pour malveillance. » Alors, le bâtardisme que concède Romain Gary à l'égard de son œuvre en français n'est pas un bâtardisme éperdu qui serait le résultat d'une pratique linguistique qui confondrait spontanément les langues. C'est le bâtardisme qui est avant tout la perspective d'un travail sur les langues. C'est la forme que parvient à créer une conscience linguistique ouverte à une pluralité de langues d'expression vécues. Au processus naturel et fécond de bâtardisation de la langue, celui que dépeignait Renan, Gary ajoute l'action de l'auteur, féconde à partir cette fois de la réflexion sur la pratique. Sans conscience linguistique, il n'y a sans doute pas de romancier véritable, mais tout romancier n'a pas à sa disposition tous les moyens dont disposait Romain Gary. Gabriel de Breuil nous disait ici même l'année dernière, à l'occasion du colloque littéraire célébrant les 80 ans du Centre universitaire méditerranéen, dans une table ronde consacrée à la langue française, que la conscience linguistique des élites françaises n'était pas aujourd'hui très élevée, que les milieux scientifiques ou économiques, voire journalistiques, tendaient à démissionner en faveur, par exemple, de l'anglais. Le cas de Gary n'est pas à confondre avec une démission devant la langue française. C'est au contraire le don d'une conscience plurilinguistique occupée à enrichir une langue d'élection. Lorsqu'il se décrit comme un corps étranger dans la littérature française, c'est finalement moins pour conforter les critiques qui pouvaient lui reprocher méchamment de ne pas savoir le français, que pour signifier l'originalité bien rare de son travail d'écrivain qui le démarque des romanciers français de son temps. Cette maîtrise plurilinguistique, Cette maîtrise plurilinguistique des romans de Gary n'est comparable qu'à sa maîtrise des styles. Ils sont extraordinairement variés d'un livre à l'autre, même au sein de la seule famille de ces romans français. J'ai une petite liste ici. Il fait parler un préadolescent arabe dans La vie devant soi, prix Goncourt 75. Il fait parler un romancier sans âge d'au moins 200 ans dans Les Enchanteurs. Dans Europa, il fait parler la conscience torturée, schizophrénique au sens médical, d'un ambassadeur de France qui joue aux échecs avec le destin en s'imaginant que l'enjeu est celui de la conquête du réel par la culture. Il fait parler un aphasique dans Clair de femme. Il fait exister son héros Morel dans Les Racines du ciel à travers la polyphonie de récits de compagnons ou de témoins qui l'ont rencontré dans la brousse tchadienne. Il alterne entre contes slaves et narration classique dans Éducation européenne. Il restitue dans Chien blanc la voix de la colère noire, dans sa légitimité, comme dans ses aveuglements, dans les années 1960 d'émancipation raciale aux États-Unis. Il fait parler un fantôme, un dibouk juif victime de la Shoah dans La danse de Gengis Khan. Pour illustrer la diversité des styles par l'exemple, on aimerait pouvoir tout lire de Romain Gary. Je n'ai pris que quelques phrases en rapport avec le thème du soir, un peu gratuit, avec le thème de la nuit, dans 3 œuvres. Gros câlin, en 1974, c'est un roman d'Ajar qui se passe à Paris. Ici, un collègue syndicaliste invite le narrateur à un meeting, d'une manière qui rappelle à Cousin, le narrateur, toutes ses angoisses de solitude. C'est à 8h30, à la Mutualité. Viens, ça te sortira de ton trou. Mon sang n'a fait qu'un rond. S'il y a une chose qui me vexe, c'est qu'on dise du mal de mon habitat. J'en fais le plus grand cas. Chaque chose, chaque objet, meuble, cendrier, pipe,
est un ami durable. Je les retrouve chaque soir à la même place où je les ai laissés, et c'est une certitude. Je peux compter dessus à coup sûr, c'est une angoisse en moins. Le fauteuil, le lit, la chaise, avec une place pour moi au milieu, et quand j'appuie sur un bouton, la lumière se fait, tout s'éclaire. Mon appartement n'est pas un trou, lui dis-je. Je ne vis pas dans un trou, nulle part. Je suis très bien logé, avec adresse. Voilà pour un premier exemple de style. Autre exemple, presque contemporain, dans Europa, en 1972, on est dans le jardin d'une villa italienne où vit un ambassadeur de France, et on contemple le soir, à travers les yeux de l'ambassadeur de France, le soir est à présent un moment élégiaque, hypnotique. Le crépuscule, ce petit maître intimiste qu'il préférait aux grands épanouissements goéthéens du jour et aux mélodrames hugoliens de la nuit, effaçait l'excès des contours et des contrastes, grattant ici et là ce qu'il y avait d'un peu excessif dans le jeu des couleurs, modérant les bleus éclatants de ce ciel italianissime aux bravoures de ténor. C'était un ciel de gestes grandiloquents et de mains sur le cœur, qui semblait avoir gardé le souvenir de 12 000 opéras créés à Venise, seuls au cours des siècles des Lumières. Un ciel de scherzo et d'aria, qui éveillait des soucis d'acoustique plutôt que d'infini. Le soir glissait doucement avec ses vaisseaux fantômes, fumée, légèreté de brume, dernier rayon, cercle miroitant dans l'eau autour de quelques chutes d'insectes et de lumière, curieux instants éphémères qui se glissent dans les lourds rouages du temps et ne cessent de finir, bref passage d'une quiétude, où se mêlent la fraîcheur de l'eau et la dernière chaleur de la terre, courte amnistie du cœur et pitié pleine de tendresse de la vierge sérénité. Adieu Gary Cooper, en 1969, l'action se passe dans les Alpes suisses. Le héros est un marginal qui s'adonne au ski comme d'autres marginaux s'adonnent au surf ou à la moto. La nuit, il s'en allait sur ses skis parmi les étoiles. On ne pouvait pas aller de jour sur les pentes du Heilig, c'était verboten, à cause des avalanches. Mais Lenny savait qu'il ne lui arriverait rien. Il le sentait dans tout son corps. Il glissait dans la nuit bleue, sur les pentes du Heilig, et la montagne le regardait et retenait ses avalanches. Elle savait qu'elle avait affaire à un copain. Lorsqu'il skiait dans la nuit, il se passait avec Lenny quelque chose de bizarre. Après, il n'aimait pas y penser. Bien sûr, il ne croyait pas en Dieu, sans blague, tout de même, mais il avait bien l'impression qu'à la place de Dieu, il y avait quelqu'un ou quelque chose d'autre, de totalement différent, dont on ne s'était pas encore servi. 3 soirs, dans 3 œuvres, 3 styles bien différents. Ma lecture, hélas, a été trop rapide et ma voix unique et ma diction indifférenciée. Elles n'auront pas servi convenablement à la manifestation des contrastes stylistiques. J'espère qu'elle aura au moins pu l'esquisser. Comme pour Renan, pour qui le français aura été le messager de toutes les bonnes nouvelles, la liberté, la justice, le contentement de vivre, et qui s'exclame que tous rapportent au jour où ils apprirent le français le commencement de leur joie, le français est, pour Gary, je cite, le langage de l'universalisme et de la fraternité. Ce qui ne l'empêche pas de secouer la prétention de la langue française lorsqu'elle sert d'autres fins que ses idéaux. C'est ainsi que dans les Têtes de Stéphanie, qui datent de 1974, le français est caractérisé comme la langue des plus grosses ventes d'armes dans le monde. De même, lorsque la langue française est au service de l'assertion définitive, il s'impatiente. Il y voit, je cite, une prostitution du vocabulaire. Car cela n'est ni dans la nature de la langue française, ni dans sa nature. Je cite, « Dès que je me trouve en présence d'un dogme, je suis contre. J'ai trop connu, dans ma peau, dans ma vie, la valeur absolument relative des dogmes de toute espèce. » C'est que, comme le dit cette fois le premier héros d'Ajar, Cousin, dans son propre style apparemment elliptique, mais en fait directement significatif, l'espoir exige que le vocabulaire ne soit pas condamné au définitif pour cause d'échec. Ainsi, Gary défend la langue, puisque l'espoir demande la réussite du vocabulaire. Parmi les armes que Gary met au service de la langue et du sens, il y a celle de l'humour, qui est chez lui, comme il le dit parfois, une forme d'humour terroriste.
Mais il faut bien entendre par ce mot qu'il s'agit non de semer la terreur, mais de désamorcer le réel, surtout quand celui-ci se fait imminent, menaçant. Il s'agit plutôt d'un humour contre-terroriste, au service non d'une puissance en place ou qui cherche à se mettre en place, mais au service d'une libération permanente. Parmi les armes de Gary, il y a aussi l'écriture en hajar, dont les personnages affirment l'aspiration à restituer l'immédiateté de la signification du langage. Je cite Momo dans La vie devant soi. Monsieur Hamill dit que j'ai des dispositions pour l'inexprimable. Il dit que l'inexprimable, c'est là qu'il faut chercher et que c'est là que ça se trouve. Hajar défige l'élocution toute faite et rend aux expressions, je cite, des joues fraîches. Je citais Pseudo, qui est une sorte d'autobiographie d'Hajar, où il parle de son travail et dit qu'il restitue aux expressions des joues fraîches. Des joues fraîches, c'est que Romain Gary aime le sens propre, ou plutôt le sens plein. Toute son écriture, qu'elle soit signée Gary ou Hajar, vise à laisser entendre le sens complet des mots. Parce que les voies d'accès au sens plein dont usent les personnages d'Hajar déroutent, en ce qu'elles sont très abruptes, leur langage, pour certains critiques ou certains lecteurs, a pu paraître abscon ou absurde. Quelques phrases qui ont été qualifiées d'absconses ou d'absurdes. Il y a bien une vie avant la naissance, dit Cousin. Absurde parce qu'il ne parle pas pour autant du fœtus. Il parle d'autre chose, mais on ne sait pas quoi, c'est l'absurde. Ça a été qualifié d'absurde. Une autre phrase qui a été qualifiée d'absurde. Nous avons tous, et depuis si longtemps déjà, une enfance malheureuse, dit-il encore. Mais nous ne sommes pas tous des enfants. Donc certains critiques y ont vu des phrases qui signifient l'absurde, qui signifient l'angoisse. Mais lire l'absurde dans ces mots de Cousin, c'est choisir d'ignorer le référent qui s'impose. Ce référent qui est, comme il l'est souvent, pour ne pas dire systématiquement dans l'œuvre de Gary, au plus ultime, l'histoire non pas de l'individu, mais de l'espèce. Car le roman de Gary, servi par un français classique, ou le roman d'Hajar dans un français condensé sur son référent, c'est celui de l'écologie, de l'évolution de l'homme. Alors j'ai relevé quelques citations pour préciser par l'œuvre cette formule d'écologie de l'évolution qu'elle m'a inspirée. Dans l'essai Pour Sganarelle, par exemple, la lutte contre la puissance, c'est-à-dire contre la permanence qu'on tente à prêter à l'ordre naturel ou politique ou sociétal, la lutte contre la puissance est la vocation unique de l'homme. C'est une volonté de nous libérer de la préhistoire que reflète, assume et signifie le roman. Autre citation, dans l'autobiographie La nuit sera calme, « Je vois l'homme comme une entreprise de résistance contre sa donnée première. » Pour Sganarelle, à nouveau, « L'art est une naissance commandée par la vie, qu'une feuille pousse, que Giotto peigne une fresque, ou que Dickens écrive un roman. C'est à la poussée de la vie que la nature obéit, dans une variété infinie de formes, de personnages, d'identités. La poussée créatrice est irrésistible au point qu'il devient déjà permis de songer au moment où l'homme va pouvoir créer d'autres espèces vivantes et lancer une nouvelle épidémie dans l'univers. » Au cours d'une interview, il a cette phrase qui figure sur le programme, « Les 25 000 prochaines années seront très difficiles. » Dans cette perspective de l'évolution qui apporte le référent ultime au texte garien, la langue, selon moi, la langue qui se fige, fut-elle la langue française, dans ce monde promis, espère Gary, à l'évolution, une langue qui se fige est une langue qui se perd dans le pétrifié, dans l'insignifiant ou dans la petitesse, qui ne momifie au mieux que des promesses d'aube qui perdent leur sens à force d'être répétées sans âme. Ce n'est pas la langue française que Gary souhaite et qu'il entreprend de régénérer pour la rendre toujours opérante. Telle est bien, sur le plan de la création pure, une part du projet d'Hajar, si l'on en croit son premier porte-parole, le fameux Cousin, narrateur du premier roman Gros câlin.
excédé de voir la société comme livrée pieds et poings liés à la machine économique, n'aspirer qu'à répéter sa manière de vivre les idéaux, des idéaux qui sont laissés à leur transcendance, excédé de voir la société n'aspirer qu'à répéter sa manière de vivre les idéaux et non à travailler à les réaliser, Cousin s'emporte contre ce qu'il appelle le stagnatoire, cette machinerie sociale qui n'organise que la stagnation, chaque génération nouvelle n'étant qu'une imperceptible mue par rapport à la précédente. Ce sont des mu-mu, comme les appelle Cousin dans ses diminutifs. Je cite, « Les jardins d'acclimatation, en vue d'un jardin meilleur, il y en avait marre. Les messages avec vue imprenable sur l'avenir, il y en a marre. Il y en a marre du, je m'excuse, il y en a marre du foutre en position d'attente dans le stagnatoire, avec des mu-mu, du pareil au même à l'appui. Le vocabulaire, je fréquente plus. Le vocabulaire, je fréquente plus, voilà ce que nous lisons. Mais c'est-à-dire, pour entendre le sens complet qu'insuffle Ajar à ces phrases, le vocabulaire dont on oublie le sens, je ne fréquente plus, mais le vocabulaire qui rappelle et ravive le sens, je fréquente plus. Je ne sais pas si ma conférence aura traité, comme pouvait le promettre son titre, de l'hymne au sens strict qu'adresse Romain Gary et son œuvre à la langue française. Certains caricaturistes l'avaient représenté en mai 1968 comme un chantre du gaullisme. Lui-même avait pu écrire des articles comme « Ode à l'homme qui fut la France ». Mais on en reste là, à la relation de Gary à De Gaulle. Je ne connais pas de chant que Romain Gary eût pu adresser explicitement à l'amour de la langue française. C'est que la qualité de son œuvre, et sans doute le sentiment de futilité d'une telle déclaration d'amour, l'en dispensait. Ma communication, en revanche, aura été assurément un hymne à la manière dont Romain Gary s'est consacré à la langue française et a contribué à la consacrer dans une variété de styles qui ne se limite pas à la dualité de l'œuvre signée Gary et de l'œuvre signée Ajar, mais qui se diversifie encore, roman après roman, sous chacune de ses signatures. Cette prodigieuse maîtrise chez Gary de la langue française, que je présente ici à partir de la production de l'auteur, est tout aussi bien consacrée par l'engouement des lecteurs. Tous les livres de Romain Gary sont aujourd'hui disponibles, et tous ou presque en format de poche. L'œuvre de Gary est la preuve vivante, amoureuse, que le français, qu'il soit langue maternelle, acquise ou travaillée, est sinon langue universelle, du moins toujours faite pour l'expression de l'universel. Un universel entendu non comme un absolu figé, qui serait comme cimenté d'idéalité transcendante, à jamais irréductible avec quelque état que ce soit de l'humanité. C'est là une forme bien trop impérieuse, pour ne pas dire impérialiste, d'universalité, qui ne se prête qu'à la répétition, ou pire, au prétexte. Mais une langue faite pour l'expression de l'universel, un universel appréhendé dans son extension à travers le temps, comme une dynamique de conquête des idéaux que promettent les mots inventés par les rêves de justice, de liberté, de protection de la faiblesse et de fraternité des hommes. La langue française, pour Renan, qui était né lui aussi dans une autre langue, le breton, ce qui fonde une certaine expérience que la réflexion peut conduire à un statut d'autorité, la langue française, pour Renan, qui avait travaillé et contemplé l'histoire des langues depuis l'Antiquité, est, je cite, un merveilleux instrument de civilisation. Le français, se risquait-il à prédire, cette langue bienfaisante et aimable, dira toujours des choses libérales, ne sera jamais la langue de l'absurde. Il ajoutait, ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire.
L'œuvre de Romain Gary se sera inscrite dans l'excellence de cette perspective. Rien d'absurde, rien de cynique au sens péjoratif. Du libéral, de l'aimable, un humour stimulant et des pensées encourageantes. Elle contribue à une forme d'intelligence du monde, de religion du monde, au sens du lien qu'il convient d'établir entre l'état actuel de l'humanité et la finalité d'un progrès que lui assignent les mots, abstraits encore aujourd'hui, mais qui seront concrets un jour, des mots qui parlent des idéaux. En cela, l'œuvre de Romain Gary contribue à résoudre un dilemme que formulait ainsi Paul Valéry, dont l'esprit nous accueille ici, et que Gary évoque fréquemment dans ses romans, dans ses essais et dans ses interviews. Ce dilemme qu'invite à surmonter l'œuvre de Gary est le suivant. Les Français ont plus de foi dans l'homme qu'ils n'ont d'illusions sur les hommes. Je vous remercie.